Bienvenue, chers téléspectateurs. Dans quelques jours, ce sera Noël et l'année sera terminée. Deux raisons de changer un peu nos habitudes pour une fois. Pour commencer, je ne suis pas seule dans le studio. Bonjour, chère Dorothée. C'est ensemble que nous allons vous faire voyager dans le monde entier pendant 1 heure. Bonjour Andrea et merci pour l'invitation. Dans cette émission spéciale, on vous a préparé un best-of de l'année 2018, le meilleur d'Arte Reportage et d'Arte Journal Junior. C'est promis, il y en aura pour les adultes et pour ceux qui le seront bientôt. Les grands pourraient bien apprendre des choses qu'ils ignoraient et les juniors, eux, découvriront certainement des thèmes qui les concernent déjà. L'Indonésie sera notre première étape. C'est le plus grand pays musulman au monde. Ils sont 190 millions. Mais les filles que nous allons rencontrer sortent du lot. Elles sont musulmanes et fans de heavy metal. Sur scène, elles taquinent leur guitare électrique en portant le voile. Mélianie et ses copines sont connues depuis longtemps sur le net pour leur musique et parce qu'elles montrent qu'on peut être croyante, pratiquante et quand même faire du bruit. Ces accords, Mélianie les a appris toute seule, en regardant des dizaines de tutoriels sur YouTube. Un matin, avant les cours, elle se décide à passer de l'autre côté de l'écran. Elle poste sa vidéo, une reprise de Lamb of God, un groupe mythique de métal américain. C'est gênant. Très vite, la vidéo devient virale. Aujourd'hui, elle affiche presque 2 millions de vues. Interviewée à la télévision, Mélianie est repérée par une marque de guitare qui lui propose de la sponsoriser. Elle devient alors une star sur Internet. Je ne sais pas vraiment pourquoi c'est devenu viral. Les gens me disent que c'est parce que ce n'est pas commun de voir une fille voilée jouer une chanson de métal à la guitare. Aux côtés des fans, s'expriment aussi ceux que la jeune fille dérange. À l'intérieur du pays, certains lui reprochent de faire du tort à l'islam. À l'extérieur, d'autres la comparent à une terroriste. Daesh fait du métal. Ce genre de commentaires m'agace. Je ne suis pas Daesh. Je n'ai rien à voir avec les bombes. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrêtent pas de parler de bombes pour parler de moi. Je n'aime pas ça parce que ce n'est pas moi. À Bandung, c'est le grand jour pour Mélianie. Dans quelques heures, elle va jouer son premier vrai concert. Ce chemin vers la scène, elle en rêve depuis des années. Un café au sud de la ville a invité son groupe et l'Aragon à une soirée métal dédiée aux artistes produits par des labels indépendants. Ok, nous allons jouer notre chanson qui s'intitule « Mort ». Pour nous, être métalleuse n'est pas un problème. Tant qu'on ne fait rien de mal quand on porte le voile, qu'on ne boit pas d'alcool et qu'on ne fait rien d'interdit par la religion, la musique est tolérée. Je pense que ce serait une bonne chose pour l'image de la communauté si nous pouvions incarner des métalleuses vertueuses. Des métalleuses vertueuses qui, malgré elles,
se jouent des préjugés liés à leur religion et à leur musique. Elles sont vraiment trop fortes. Quand on connaît ne serait-ce qu'un peu l'islam, on sait que leur musique ne pose pas de problème en soi. Mais au final, il est vrai que la plupart d'entre nous ne savent que peu de choses sur cette religion. Alors, pour y remédier, Arte Junior Le Mag a diffusé plusieurs séries sur les grandes religions monothéistes. Je vous propose qu'on s'intéresse tout de suite aux symboles et écrits de l'islam. C'est parti. Le principal symbole de l'islam, c'est le croissant lunaire. On le retrouve sur les drapeaux de pays musulmans comme la Turquie, le Pakistan ou l'Algérie. C'est lié au calendrier lunaire dont se servent les musulmans. Il est en décalage d'une dizaine de jours par rapport au calendrier solaire. C'est pourquoi les fêtes musulmanes comme le Ramadan ou l'Aïd ne tombent jamais à la même période d'une année à l'autre. Le texte le plus important de l'islam est le Coran. Après la mort du prophète en 632, ses compagnons craignent d'oublier la parole de Dieu. Alors ils décident de faire la collecte des proclamations de Mahomet que certains disciples avaient écrits sur des fragments de poterie ou sur des nervures de palme. Tous ces morceaux sont rassemblés en 114 chapitres, les sourates, classées de la plus longue à la plus courte. Chaque sourate étant composée de plusieurs versets. Pour les musulmans, le Coran rappelle la vérité d'un Dieu unique, annoncé par Abraham, Noé, Moïse et Jésus, cette longue lignée de prophètes dont Mahomet serait le dernier. J'ignorais par exemple que les sourates étaient inscrites sur des feuilles de palmier et rangées par ordre de longueur décroissant. Cette série m'a rappelé aussi à quel point ces trois grandes religions étaient proches les unes des autres. Moïse, Jésus, Noé, Marie, ils apparaissent tous dans le Coran, dans la Bible et dans la Torah. Comme c'est bientôt Noël, je pense qu'un petit coup de projecteur sur le judaïsme et le christianisme s'impose. Les textes sacrés des chrétiens se trouvent dans la Bible. Elle se présente en deux parties. La première, l'Ancien Testament, est en réalité la Bible des Juifs. Elle est donc une référence pour les deux religions, le christianisme et le judaïsme. La deuxième partie, le Nouveau Testament, est le texte le plus important pour les chrétiens. Il raconte notamment la vie de Jésus. Le moment de sa crucifixion, par exemple. Pour les chrétiens, la croix est le symbole le plus important de leur foi. Ça peut paraître bizarre parce qu'elle représente la mort. Mais pour les chrétiens, c'est un symbole d'espoir, car cette croix est la preuve que la mort n'est pas la fin, qu'il y a encore quelque chose après. Pour eux, les chrétiens, Jésus est ressuscité, donc ils pensent qu'ils le seront, eux aussi. Et c'est pour s'en souvenir que les chrétiens mettent des croix un peu partout, dans les églises, les maisons ou autour de leur cou. Cet objet contient l'écriture la plus sacrée du judaïsme, la Torah. Elle est composée de deux parties. La première est la Torah écrite. Chez les chrétiens, cela correspond à l'Ancien Testament de la Bible. La deuxième est le Talmud. Certains juifs l'appellent aussi la Torah orale. Elle a été écrite au cours de plusieurs siècles et enrichie de nombreux commentaires. Le Talmud répond aux questions du quotidien. Par exemple, que doit-on faire pendant le Shabbat, la journée de repos des Juifs ? Les rabbins ont écrit un énorme livre là-dessus qui figure dans le Talmud. Il s'intitule « Comment célébrer le Shabbat ». Au total, le Talmud est composé de 63 livres de ce type. L'étoile de David est un symbole du judaïsme. Elle figure sur le drapeau israélien et représente l'alliance du peuple juif avec Dieu. Malheureusement, de nombreuses guerres sont menées au nom de la religion, obligeant les habitants de certaines régions du monde à fuir. C'est le cas actuellement d'au moins 68 millions de personnes, l'équivalent de la population française. Nous, dans Arte Journal Junior, tout comme vous d'ailleurs, on a beaucoup parlé cette année des migrants qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Pourtant, l'immense majorité d'entre eux trouvent refuge dans un pays voisin, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient. En Israël, par exemple, nous avons trouvé une histoire très forte qui nous a fascinés.
Rotem, un jeune Israélien, a créé un club d'athlétisme dans lequel il entraîne surtout de jeunes réfugiés venus d'Afrique. Grâce à lui, pendant quelques heures au moins, ils ont l'impression d'être chez eux. Et quand les adolescents courent pour monter sur le podium, c'est d'abord pour conquérir leur place dans ce pays qui, un jour, sera peut-être le leur. Cours tranquillement au début. Ton repère, c'est la plus rapide, celle qui porte un t-shirt bleu. Tu la suis. Allez, bonne chance. De jeunes athlètes comme Nazret, Rotem en entraîne plus de 80 dans le club qu'il a créé. Le sport est pour lui un moyen de défendre le statut des réfugiés en Israël. Il y consacre toute son énergie. Avec un an de moins que ses concurrentes, Nazret ne part pas favorite. Les premiers tours, elle est en 5e position. Prends bien le virage. Fais bien attention, attention au virage. Nazret, c'est excellent, excellent. Au dernier tour, Nazret donne tout ce qu'elle a. Elle décroche la 3e place. La petite Érythréenne devient l'une des meilleures coureuses d'Israël. Quand je cours, heureusement que Rotem est là. Il me dit quand je dois accélérer, quand je dois dépasser les autres, il m'encourage. C'est le podium. Il t'appelle. Ce soir, Nazret a gagné plus qu'une médaille. Sans papier et quasiment sans aucun droit, elle a prouvé qu'elle avait toute sa place ici. Jusqu'il y a 1 an et demi, comme Nazret n'a pas la citoyenneté israélienne, il ne l'aurait pas laissé monter sur le podium. C'est une règle qu'on a réussi à faire changer. Et ça a du sens pour nous. C'est une reconnaissance. Sous la pression de Rotem, la fédération d'athlétisme a permis à ces coureurs, qui n'ont aucun statut dans la société israélienne, d'en gagner un sur les stades. Il y a 5 ans, Rotem a créé Asimta, le passage en hébreu, un club pour les coureurs venus d'Afrique. Des réfugiés sans papier d'Érythrée, du Soudan ou du Nigeria. Mais aussi des juifs éthiopiens qui ont la nationalité israélienne. Ce qu'on a appelé les falachas à leur arrivée. Eux sont 135 000 et vivent pauvrement dans le pays. Les athlètes d'Asimta ont de 12 à 22 ans. Ils s'entraînent sans moyens, sur les plages ou dans les parcs de la ville. L'objectif de Rotem dépasse le sport. Il veut qu'ils fassent des études, qu'ils obtiennent des papiers, qu'ils deviennent de vrais citoyens. Les plus jeunes ont souvent plus de facilité à entrer en contact avec les réfugiés. En Allemagne, c'est une pratique quotidienne pour beaucoup. Les écoles ont presque toutes leurs classes d'accueil avec des enfants venus de Syrie, d'Afghanistan ou d'Afrique. Vous, dans Arte Junior, vous allez chaque semaine dans une école recueillir des questions d'enfants sur un sujet d'actualité. C'est exact. Et d'ailleurs, on a parlé de migration avec les élèves du collège Einstein à Kiel, en Allemagne. Vous le savez peut-être, le grand physicien Albert Einstein était lui aussi un réfugié. Il a quitté l'Allemagne juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale pour s'installer en Amérique. Et dans le fond, on est tous des migrants. Qui de nos jours vit encore au même endroit que ses ancêtres? Voici donc notre dossier école. Wovor fliehen die Migranten? Est-ce que tous les migrants sont des réfugiés? Sind alle Migranten in ihrem Ursprungsland in Lebensgefahr? De nombreuses personnes sont en danger de mort dans leur propre pays et doivent partir pour se mettre à l'abri. Elles peuvent par exemple fuir la guerre, la famine ou encore une catastrophe naturelle. Un médecin qui quitte l'Espagne pour l'Allemagne, car les conditions de travail pour lui y sont meilleures, le fait par choix, c'est un immigré.
En revanche, quelqu'un qui quitte son pays parce que ses convictions politiques ou religieuses sont menacées, c'est qu'il n'a pas beaucoup le choix. Dans ce cas, c'est un réfugié. Combien de migrants y a-t-il dans le monde? Aus welchen Ländern kommen die Migranten mehrheitlich? Welche Länder in Europa nehmen die meisten Migranten auf? Il y a dans le monde près de 200 millions de migrants. La plupart des gens qui fuient les violences et les persécutions ne viennent pas forcément en Europe. En général, ils restent dans leur pays, dans une région plus sûre ou vont dans un pays voisin. 86% des migrants du monde se trouvent dans les pays de l'hémisphère sud. Dans l'Union européenne, la plupart des migrants vivent en Allemagne. Ils sont environ 9 millions. En France, ils sont 4,5 millions, mais le pays compte moins d'habitants. La migration est un facteur économique très important. En tout, 200 milliards d'euros par an sont envoyés par les migrants vers leur pays d'origine. C'est plus que l'aide au développement versée chaque année. Quels problèmes peuvent rencontrer les migrants? Welche Gefahren gibt es für Flüchtlinge? Les migrants peuvent affronter bien des dangers et des difficultés. Tout d'abord, quand ils fuient, ils peuvent se faire voler ou se noyer. Puis, s'ils sont arrivés dans un endroit sûr, il leur faut trouver un travail qui souvent sera mal payé. Ceux qui n'ont pas de papier en règle craignent aussi constamment de rencontrer la police et d'être expulsés. Le plus difficile est d'apprendre la langue du pays d'accueil. Sans cela, il est presque impossible de trouver du travail. Très souvent, les migrants doivent faire face à une grande solitude, sans amis ni famille, ils souffrent du mal du pays. La crise des réfugiés a marqué 2018, le changement climatique aussi. Et là où nous nous rendons maintenant, on peut le voir en marche. Dans les glaces éternelles de Sibérie sommeille en effet une véritable bombe à retardement. Car lorsque le permafrost fond là-bas, il libère des gaz qui accélèrent la vitesse du réchauffement climatique. Sergueï Zimov veut l'éviter et pour ça, il tente de recréer l'écosystème de l'ère glaciaire. La folle histoire d'un homme qui veut sauver le monde. Sergueï Zimov est un homme d'une espèce rare, celle des pionniers. Et pour le débusquer, il faut aller très loin, dans l'extrême nord sibérien, au-dessus du cercle polaire. Ici, on est au sommet de la Terre, vous comprenez? Notre Terre est comme ça, et moi, là, je suis assis au sommet. C'est dans mes gènes. J'ai toujours su que j'étais né pour une mission. Faire revenir la vie ici. Car sur des centaines de kilomètres, tout ce territoire immense est aujourd'hui un désert biologique. Il n'y a que nous, les scientifiques, qui vivons de cette terre. Sur cette terre inhospitalière, Sergueï a fondé une des principales stations de recherche scientifique de l'Arctique. Ces quelques baraquements pelotonnés sur la falaise et tout autour, à perte de vue, la taïga, la forêt boréale. Ça fait plus de 30 ans que Sergueï sillonne la région. Jeune géophysicien, quand il débarque ici, il y est resté à part un détour comme chercheur à l'université de Berkeley. Aujourd'hui, il est membre de l'Académie russe des sciences, spécialiste international des écosystèmes arctiques et du réchauffement climatique. Dans son sillage, Nikita, son fils et son successeur. On est sur la Kolyma, un des grands fleuves de l'Arctique. Mais les gens, quand on leur dit Kolyma, ils pensent au goulag de Staline. Aujourd'hui, c'est un tout autre drame qui se joue ici, la fonte du permafrost. Le permafrost, c'est comme un immense glacier souterrain qui court de la Sibérie jusqu'en Alaska sur 20% de la surface terrestre.
On arrive à Douvaniyar. C'est l'un des seuls endroits au monde où on peut voir le permafrost dénudé sur 10 km, parce que le fleuve a mis les berges à nu. Vous voyez, tout ce qui brille, c'est de la glace. Et c'est un endroit très intéressant, parce qu'on peut y observer comment le permafrost va fondre. Et donc on peut voir à quoi va ressembler tout ce territoire avec le réchauffement climatique. 1 million de kilomètres carrés vont ressembler à ça. Ce permafrost, c'est du sol qui date de l'époque des mammouths. Ici, regardez, vous voyez des racines d'herbe qui dépassent. C'est de la matière organique fraîche. Il y a encore des tiges. Et ça, c'est de la glace. Voilà un morceau. Vous voyez ces veines verticales? Eh bien, chacune de ces veines s'est formée en 1 an. Et là, regardez ces ruissellements sur la paroi. Par journée chaude, ça peut fondre de 20 cm. Et l'été, ça recule de 3 mètres. Moi, quand j'étais jeune, eh bien, ce mur, il était là à 100 mètres, près de cet îlot. C'est une bombe climatique. Des microbes dorment dans la glace depuis des dizaines de milliers d'années, et maintenant la glace commence à fondre. Ces microbes se réveillent très vite, littéralement en quelques minutes. Et ils sont terriblement affamés. Ils n'ont rien mangé pendant 20 000 ans. Et dans le sol, il y a plein de matières organiques qu'ils n'ont pas eu le temps d'avaler dans leur jeunesse. Alors, ils se réveillent et commencent à terminer ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir à l'époque. Si les conditions sont sèches, ils mangent de la matière organique et ils produisent du gaz carbonique. Si elles sont humides, ils produisent du méthane. L'un et l'autre sont des gaz à puissant effet de serre. Si cet immense réservoir de gaz se libère, le réchauffement climatique va s'accélérer à tel point qu'on ne pourra plus rien faire pour l'arrêter. C'est vraiment super inquiétant. Heureusement, la glace ne fond pas partout. C'est le cas en Patagonie, par exemple, tout au sud de l'Argentine, là où se trouve le fameux glacier Perito Moreno. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et sa glace ne fond pas, malgré le réchauffement climatique. Du coup, l'équipe junior s'est sentie investie d'une mission. Il fallait percer le mystère du Perito Moreno. Regardez. C'est une légende en Patagonie, un monstre blanc qui se cache au bout du lac. Voici le glacier Perito Moreno, l'un des plus grands glaciers du monde, l'un des mieux préservés aussi. Pour comprendre pourquoi, nous avons rendez-vous avec Simon, notre guide. C'est lui qui fait les présentations. Le glacier Perito Moreno couvre une surface de 250 km². Le front du glacier mesure environ 200 mètres de large et ce que nous voyons au-dessus de l'eau s'élève à 50 mètres. La particularité de ce glacier, c'est qu'il ne disparaît pas, et ça c'est plutôt rare. Un petit miracle que l'on doit aux montagnes qu'on aperçoit au loin et à l'océan Pacifique qui se trouve à quelques centaines de kilomètres derrière. Il y a un anticyclone très fort au-dessus de l'océan Pacifique. Il chasse l'air humide et le repousse de ce côté-ci de la cordillère des Andes. Quand ces masses d'air heurtent les montagnes, elles se refroidissent et se transforment en neige. La neige alimente le glacier et lui permet de se maintenir. Résultat, le glacier avance de 2 mètres par jour en direction du lac, ce qui provoque un phénomène qui attire les touristes du monde entier. L'effondrement de gros blocs de glace dans l'eau.
Le glacier coupe le lac en deux. L'eau ne peut plus circuler, ce qui crée des ponts de glace très célèbres. Et ça provoque aussi un retrait de la glace sur environ 100 mètres. À partir de ce point, le glacier se met de nouveau à avancer. C'est pour cela qu'on dit qu'il est en équilibre, contrairement à la majorité des autres glaciers dans le monde qui, eux, disparaissent en raison du réchauffement climatique. Simon nous rappelle qu'autour du Perito Moreno, il y a une quarantaine d'autres glaciers. En seulement un siècle, ils ont presque tous disparu. Si vous avez la chance de venir ici, gardez en tête que ce monstre blanc est fragile et que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique, il pourrait bien lui aussi connaître le même sort. La prochaine étape de notre tour du monde nous conduit du sud au nord de l'Amérique, direction les États-Unis pour une histoire difficile à croire. Une option armée à l'école, des cours de tir. C'est déjà le cas pour les élèves de plus de 3000 établissements publics américains. L'armée s'efforce d'y faire passer très tôt une image séduisante de la vie de soldat. Défendre le pays, sauver des vies et voyager partout comme un super-héros. Mais on est loin de la réalité. Découvrez comment l'armée américaine recrute dès le plus jeune âge. Dans cette école publique des quartiers sud de Chicago, 20% des élèves font option armée. 1 heure de cours par jour, 5 fois par semaine, encadrés par des militaires à la retraite. Je suis un cadet des réserves militaires juniors de l'armée. Je suis loyal et patriote. Je suis le futur des États-Unis d'Amérique. Ces ados sont en 3e. Ils viennent d'intégrer le programme. Aujourd'hui, c'est distribution de leurs futurs uniformes. Prenez place! L'armée est présente dans plus de 3000 établissements scolaires américains. Les élèves qui prennent option armée sont dispensés de cours d'éducation physique. Vos cheveux ne doivent pas toucher vos oreilles. Ils vont suivre pendant 4 ans un programme financé et dicté par le Pentagone. Qu'attend l'armée de ses enfants qu'elle modèle à son image ? Officiellement rien. Mais sur le bureau du sergent, impossible de ne pas voir ces cartes disposées nonchalamment à la vue des élèves. Qu'est-ce que c'est que ces cartes, là, devant ? Ça ? Ah, ça ? Les recruteurs laissent leurs cartes de visite. Il y a les recruteurs de la marine, de l'armée de terre, des Marines. Donc si un gamin est intéressé par l'armée, on donne la carte. Comme ça, ils peuvent contacter les recruteurs qui pourront les aider à s'enrôler dans l'armée. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne recrute pas. On peut aider si le cadet veut y aller, mais on ne recrute pas nous-mêmes. Le cours est complété par des activités, le matin et le soir, avant et après l'école. Manœuvres militaires, préparation commando, défilés, fanfares, porte-drapeaux. Laissant toute latitude à l'armée pour entraîner des milliers d'adolescents américains dans une routine et des rêves militaires. L'armée cible en priorité les ghettos des centres-villes, les États industriels en déclin de la Rust Belt et surtout le sud des États-Unis. Notamment le Texas, qui compte plus de 200 réserves militaires juniors. Ici, la campagne pour remporter la bataille des cœurs commence dès l'école primaire. Chaque régiment de la base militaire de Fort Hood est jumelé avec une école. Les soldats consacrent chaque année plusieurs centaines d'heures à ces enfants, en opération séduction. Ils leur font la lecture, leur tiennent compagnie à la cantine et aident les écoliers à faire leurs devoirs. Je les admire, mais pour moi, c'est pas des héros, parce qu'ils n'ont pas de super pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir de congeler, de maîtriser le feu, l'eau. Ils n'ont pas de pouvoir électrique. Mais je les admire quand même, parce qu'ils peuvent nous protéger. Je veux être un soldat parce que tu peux sauver les États-Unis et voyager partout dans le monde. J'ai regardé sur ma tablette, j'ai tapé « Qu'est-ce que font les soldats ?» et j'ai vu ce qu'ils font. Ils font le tour du monde et ils aident les gens. Le lycée terminé, 40% des jeunes membres des réserves militaires juniors
s'engagent dans l'armée. J'imagine que tous les parents qui ont un fils ou une fille dans l'armée ont un peu peur pour leur enfant. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui suis responsable. Ils ont un peu peur, mais ils savent que leur fils est entre de bonnes mains. Une guerre, une vraie celle-là, se joue depuis bien longtemps entre Israël et la Palestine et semble ne jamais vouloir finir. Mais nous avons trouvé là-bas une école où les enfants n'apprennent pas à se tirer dessus, mais au contraire à s'écouter. N'est-ce pas, Dorothée ? C'est vrai, il existe une école à Nazareth, en Israël, où des enfants juifs et arabes ont cours et font de la musique ensemble. Au lieu de se disputer comme les adultes pour savoir à qui appartient le pays, eux apprennent à construire la paix. Le jeune Ward fait partie des élèves arabes de cette école particulière. Nous l'avons suivi pendant une journée. Salut, je m'appelle Ward, j'ai 11 ans, je suis palestinien et je réside en Israël. J'habite à Nazareth, qui est une ville spéciale parce que Jésus y a vécu. Voici mon père Bilad, il est conseiller financier. Ma mère, Souad, est enseignante. Et là, ce sont mes deux sœurs, Salem et Zeina. Aujourd'hui, mon père a préparé un makloubé. Makloubé signifie retourner. Ce plat s'appelle ainsi car on retourne la cocotte pour démouler la préparation à base de riz, de chou-fleur et de carottes. Papa n'y a pas mis de viande car ma mère est végétarienne. Voici mon école. C'est une école tout à fait particulière car en plus de l'arabe, de l'anglais et des maths, on y enseigne aussi le théâtre, l'art et la musique. Bonjour, c'est à mon tour de vous présenter une vidéo en cours de musique. Celle que j'ai apportée montre une pianiste chinoise. Regardez comme elle joue. Ici, il s'agit d'une sonate. De toutes les vidéos que mon professeur de piano m'a montrées, j'ai choisi celle-ci parce qu'elle exprime merveilleusement ses sentiments. Après le cours de musique, on va toujours jouer sur le terrain de sport. Ce que je préfère, c'est jouer des morceaux connus, car les gens se laissent alors plus facilement embarquer par la musique. Je viens ici à la Maison des Arts une fois par semaine. J'y apprends le piano et la clarinette. Lorsque je me promène dans les couloirs, je croise des musiciens, mais aussi beaucoup de danseurs. Ici, juifs et arabes sont réunis. D'ordinaire, ça se passe autrement. Les juifs restent entre eux et ne fréquentent pas les mêmes lieux que les arabes et inversement. Mais ici, ça se fait naturellement, car nous sommes unis par un même langage, celui de la musique. Congo, Rwanda, Ouganda. Dans cette partie du monde aussi, la guerre dure depuis ce qui semble être une éternité. C'est le cas dans le parc national des Virunga, au Congo, où nous avons rencontré de vrais héros. Des rangers qui protègent les derniers gorilles de montagne au péril de leur vie. Car les rebelles dans la région font tout pour piller les trésors de la forêt vierge. Nous avons suivi ces gardes au cœur de la forêt. Ce parc national est un des joyaux d'Afrique, créé en 1925 avec une mission, sauver les gorilles des montagnes. Mais deux guerres et plusieurs rébellions ont bouleversé tous les équilibres. Des dizaines de groupes armés subsistent à l'intérieur du parc. Pour son directeur, c'est un danger permanent. Dans le sud, ce sont des zones de forêt qui sont à proximité de la ville de Goma. Plus d'1 million de personnes ont besoin de bois de chauffe et c'est des productions quasi industrielles qui sont contrôlées par les groupes armés. Et en particulier un groupe qui s'appelle les FDLR, issus du Rwanda,
mais qui sont considérés comme les responsables du génocide. Ensuite, il y a les groupes Maï-Maï qui sont au nord de là où nous sommes. Et eux sont très axés sur la pêche illicite. Et à travers ça, ils se font beaucoup d'argent. Il y a un autre groupe qui s'appelle les ADF Nalu, qui a provoqué la mort de plus d'1 millier de civils dans des conditions tout à fait atroces dans les 18 derniers mois. D'après les estimations de l'ONU, les rangers des Virunga ont face à eux 5 à 8 000 miliciens, lourdement armés. Des groupes hétéroclites, issus de différentes rébellions, mais avec un point commun, l'exploitation prédatrice des ressources naturelles. Les rangers sont la dernière ligne de défense pour la nature, une position souvent mortelle. Depuis tous les événements de la guerre, les gardes font face à beaucoup de risques. Raison pour laquelle nous avons perdu environ 140 gardes en sauvegardant cet écosystème. 150 exactement, en 20 ans. C'est le prix le plus lourd jamais payé par un parc naturel pour assurer sa propre survie. Près de 4 millions de personnes vivent à moins d'une journée de marche de la réserve. Et tout le monde se sert. Même un dérisoire fagot de bois est indispensable au quotidien. Je sais que c'est interdit de couper du bois près du parc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça ou je ne pourrais pas nourrir mes enfants aujourd'hui. Avec ce petit bois, je gagne un peu moins de 50 centimes d'euros et je peux acheter des patates douces. Ce n'est pas grand-chose, mais tout le reste est trop cher pour nous. Mais la seule ressource de ces femmes renferme aussi le plus grand danger. Des milliers d'hommes en armes campent dans le parc. Et ici, au Nord Kivu, les femmes sont une proie facile. Maman Alice! Revenez par ici! Vous risquez de vous faire agresser là-bas! Revenez vers le groupe! Vous risquez de vous faire violer! C'est le destin de ce parc. Être à la fois une ressource indispensable et un péril pour les habitants. La protection de la nature dans ces conditions est un défi permanent. Les rangers sont confrontés à un dilemme moral, autant que sécuritaire. Les hommes ou la nature. La réponse se trouve en partie au cœur de la forêt. Le dernier refuge des gorilles des montagnes. Dans tous les massifs de Virunga, y compris le Rwanda et l'Ouganda, nous avons ne fût-ce que 880 gorilles qui restent à protéger. Ceci montre à suffisance que cette espèce est en voie d'extinction, puisqu'il est les 880 gorilles, c'est seulement en Afrique et dans 3 pays, c'est-à-dire le Congo, l'Ouganda et le Rwanda. Eux aussi sont menacés, mais pour d'autres raisons. 12 millions d'animaux vivent ou survivent dans des laboratoires en Europe. On s'en sert pour tester des médicaments qui un jour pourraient nous sauver la vie. Mais au lieu de les remercier, la plupart de ces animaux sont euthanasiés après les tests et expériences scientifiques. D'autres ont de la chance et sont pris en charge par des associations comme celle que nous avons visitée à Metz. Elles sont encore derrière les barreaux, mais bientôt ces chiennes pourront renifler le doux parfum de la liberté. Une nouvelle vie les attend à la Société protectrice des animaux de Metz. On va aller voir les filles. Des petites nouvelles. Elles ont grandi dans un élevage de chiens de laboratoire et ont passé leur vie dans un chenil, sur un sol nu, sans panier, sans jouets, sans attention et sans amour. Elles sont très craintives.
C'est pourquoi la directrice du refuge, Jessica Giordani, essaye de gagner leur confiance. Tu te demandes ce que c'est, hein, les caresses, tu connaissais pas? Oh, ça fait du bien d'y voir. En réalité, ces femelles beagle auraient dû être euthanasiées car elles étaient trop petites pour être utilisées en tant que chiens de laboratoire. Leur sauvetage est presque un miracle. Un miracle qu'Amélie Romain a rendu possible. Avec son association Graal, elle sauve les animaux de laboratoire qui sont trop vieux ou trop faibles. L'objectif du Graal, c'est vraiment d'offrir une nouvelle vie à tous ces animaux qui sont encore dans les laboratoires, qui sont en bonne santé, qui ont participé à des études, souvent en médecine vétérinaire ou en médecine humaine, donc qui ont permis que nous ou nos animaux aient des médicaments. Et ces animaux en bonne santé, ils méritent une retraite, une deuxième vie auprès des particuliers. Chaque année, les laboratoires français utilisent 3000 chiens. Les chercheurs testent toutes sortes de choses sur eux. Des médicaments contre le cancer, des vaccins, des vermifuges pour tuer les vers, du vernis, de la peinture et même des implants dentaires. L'association sauve 200 chiens chaque année. Elle travaille avec 70 laboratoires, dont celui d'Odile Petit, qui reconnaît que la vie de ces animaux se termine la plupart du temps par la mort. On doit euthanasier quand l'animal, en fin de compte, n'est pas dans un état suffisant pour pouvoir continuer à vivre. Mais on euthanasie aussi parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a des solutions alternatives. Voilà une des solutions possibles. Avant d'être adoptés par une famille, les chiens arrivent dans un refuge comme celui-ci. Pour qu'ils s'acclimatent, ils sont emmenés dans la cuisine où ils sont récompensés d'un petit bout de saucisse. Et voilà, alors ça, c'est totalement magique. Je pense que c'est la première fois de sa vie qu'elle en mange. Il va falloir leur trouver des beaux prénoms maintenant parce que à l'arrivée, c'était qu'un numéro. Obéir à un maître, être tenu en laisse, être propre, ils ne connaissent rien de tout ça. Ce sont des chiots adultes avec de mauvais souvenirs. Il va falloir leur apprendre ce qu'est une voiture, un vélo, un aspirateur, la télé, enfin tout le quotidien d'une famille. Il faudra beaucoup, beaucoup de temps et de patience. Allez. Et toi, c'est gagné apparemment. Il existe heureusement dans le monde entier des personnes prêtes à se battre pour les plus faibles, parfois même dans des situations tellement compliquées qu'elles paraissent carrément impossibles. Oui, des personnes qui ne se laissent pas arrêter par les frontières ou les murs. La bande de Gaza en est entourée. Quand la population observe le ciel là-bas, c'est surtout par crainte de la prochaine attaque aérienne. Mais depuis que l'astrophysicien Souleiman Baraka y a fait venir plusieurs télescopes, c'est différent. Les enfants de Gaza en particulier savent que le ciel peut aussi être un espace de liberté. Le ciel appartient à tout le monde, paraît-il. À Gaza, c'est sans doute un peu moins vrai qu'ailleurs. Ici, impossible ou presque d'acheter un télescope. Les astronomes amateurs doivent contempler les étoiles à l'œil nu. Ou avoir, comme Mamad Tayeb, un sacré sens du bricolage. Ce garçon d'à peine 13 ans s'est fabriqué lui-même son instrument d'observation. Ce télescope artisanal grossit environ 30 fois les éléments. Pas de quoi faire de grandes découvertes, mais suffisant pour autoriser Mamad à faire des rêves immenses. J'espère pouvoir travailler un jour pour la NASA et voyager dans l'espace, aller sur la Lune et monter dans une station spatiale. Tant que le siège durera, ce ne sera pas possible. Mais si le blocus est levé, ce sera faisable. Parce qu'à l'étranger, il y a tout. Ici, il n'y a pas d'études pointues, pas de matériel. Alors qu'à l'étranger, on peut faire toutes les études qu'on veut. Comme beaucoup de jeunes Palestiniens, Mamad n'a jamais pu sortir de la bande de Gaza. Depuis 2007, suite à l'élection du Hamas, Israël et l'Égypte ont fermé leurs frontières. Un blocus qui asphyxie ce petit territoire de 10 km de large sur 40 km de long, où s'entassent près de 2 millions de personnes. Pousse-toi, toi, c'est bon, tu as vu. Et toi aussi, viens voir le soleil. J'ai vu le soleil. Ces séances sont organisées spécialement pour le grand public. Elles ont lieu 2 fois par mois à Gaza depuis 7 ans.
et elles attirent toujours plus de monde. Laissez les gens regarder pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit. L'homme qui a rendu tout cela possible, c'est lui, Souleymane Baraka. Cet astrophysicien reconnu dans le monde entier travaille régulièrement pour la NASA et l'Observatoire de Paris. Il a réussi à faire venir des télescopes par valise diplomatique après des mois de négociations. Si les enfants réalisent qu'ils voient quelque chose qui se trouve à 1 million de kilomètres d'ici, depuis Gaza, cette petite enclave confinée, c'est très symbolique. C'est une fenêtre pour s'échapper de Gaza, qui est vraiment étroit et minuscule. Si vous demandez à un enfant dans un camp de réfugiés, que vois-tu quand tu regardes vers le ciel? Vous serez choqué de l'entendre dire « Je vois des F-16 et des avions de guerre ». Mais j'ai réussi à changer ça en 6 ou 7 ans. Maintenant, beaucoup d'enfants de Gaza vous diront « Nous, on a vu la Lune avec le docteur Souleymane Baraka ». Ils ne voient plus le ciel comme une source d'horreur, de guerre, de bombardements et de tueries. Le ciel est une source d'inspiration. Le ciel est magnifique. Regarder le ciel et rêver de son avenir, comme les enfants de Gaza, les jeunes en Europe le font aussi. C'est pourquoi nous avons demandé à 3 petits Européens de nous parler de leurs rêves et de leurs projets. Les voici. La plupart du temps, on va à la piscine en voiture. La piscine se trouve aux Pays-Bas comme ici. Mais pour y aller, on passe par un petit bout d'Allemagne. Ça va plus vite. J'adore les cours de natation pour sirènes, parce qu'on se sent libre et qu'on nage beaucoup plus vite. Et puis le costume ressemble à une vraie queue de sirène. J'ai reçu aujourd'hui mon diplôme de sirène, ce qui veut dire que je suis une vraie sirène. J'en suis très fière. J'aimerais nager dans la mer du Nord avec mon costume de sirène. C'est beaucoup plus grand que dans une piscine. Ça doit être super. Peut-être que je pourrais même voir des poissons et leur dire bonjour. Pour nous, la fête de la transhumance est une grande fête. Elle marque la fin de l'été passé dans les alpages. On va partir à pied, avec les vaches, et redescendre chez nous. Je porte mon costume traditionnel, avec un short en cuir, des bretelles et des chaussettes. Et voilà, c'est parti. Ma famille tient cette ferme d'alpage depuis 7 générations et j'aimerais prendre la relève. On marche devant pour que les bêtes sachent quel chemin emprunter. Je suis curieux de voir si elles vont bien nous suivre. Tout s'est très bien passé, elles sont toutes arrivées saines et sauves. Nous aussi. Les enfants ont été parfaits. L'été dans les alpages est bel et bien fini. La transhumance aussi est derrière nous. Et les vaches qui ont passé l'été avec nous dans les alpages vont maintenant retrouver leurs propriétaires. Au début de chaque entraînement, il faut d'abord toujours faire au moins 1 ou 2 fois le tour du terrain en courant. Mes joueurs préférés chez Ajax sont Kasper Dolberg et Justin Kluivert. Et sinon, à l'étranger, j'aime beaucoup le Real Madrid, car c'est là que joue Cristiano Ronaldo. En tant qu'équipe de filles, nous participons aussi à la compétition pour garçons. On joue contre des garçons. L'année dernière, nous avons gagné. On a eu le titre de champion. Et nous sommes même passés dans le journal.
Si plus tard j'arrive à devenir joueuse professionnelle, j'aimerais beaucoup évoluer au sein de la section féminine du club Ajax, ou alors au Real Madrid ou au FC Barcelona. Bien sûr, je vais suivre le championnat d'Europe de football féminin à Utrecht. Je vais même aller à l'ouverture à Utrecht. Et normalement, je serai assise dans les gradins, pas loin de la reine et du roi des Pays-Bas. En 2019 aussi, on donnera la parole aux jeunes du monde entier dans Arte Journal Junior et Arte Junior Le Mag. Ce sera à voir du lundi au vendredi, le matin à 7h10 et le dimanche à 9h15. Pour les lève-tard, il y a bien sûr l'option du replay avec Arte plus 7. Et à partir du 12 janvier, Arte Reportage reprendra aussi avec la nouvelle année. Elle ne sera probablement pas beaucoup plus paisible que celle qui se termine, mais nous continuerons de chercher pour vous des histoires et des personnages d'exception. Merci d'avoir pris le temps de nous regarder et merci à toi, Dorothée. Merci Andrea, j'ai adoré faire cette balade autour du monde avec toi. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et une très bonne année. Ja, frohe Weihnachten und kommen Sie gut ins neue Jahr. Tschüss et à bientôt.